mars, le printemps est à nos portes et l'appel du jardin se fait de plus en plus sentir. C'est le moment de se remettre au travail, de réaliser nos premiers semis, de donner un petit coup de neuf à nos parterres et puis de continuer à nous intéresser à toute cette biodiversité qui nous entoure et avec laquelle nous cohabitons dans nos petits coins de verdure. Entrez, c'est ouvert! Il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier. C'est un peu le message que tu nous fais passer, Virginie. Mais comment encourager cette nature à s'épanouir? Comment travailler en osmose avec notre environnement? Ce mois-ci sera encore riche de conseils. Cette saison, on vous propose de parler de taille raisonnée ce mois-ci. On s'intéressera aussi à nos amis les oiseaux. Après avoir parlé de leur nourriture ou de leur logement, on essaiera de décoder leur langage, leur mode d'expression. Georges nous expliquera comment améliorer le rendement de nos fruitiers et François abordera le problème de la mousse dans nos gazons. À côté de cela, les conseils de Virginie pour fabriquer des tuteurs très utiles au potager et nos amis de Natagora qui nous sensibiliseront aux batraciens au travers des sites de migration qui sont mis en place un peu partout en Wallonie. Allez, on retrouve tout de suite Damien dans cette friche. Ah non, c'est un jardin en projet. Damien, tu nous fais le plaisir de nous accueillir chez toi dans ton magnifique jardin en construction, puisqu'on voit que tout est en projet ici, il y a des plantations dans tous les coins. Tu peux nous raconter en 2 mots l'histoire de ce terrain? Oui, bon, on est ici à peu près depuis à peu près 3 ans. Et donc voilà, depuis qu'on habite vraiment sur le terrain, on plante et on essaie effectivement de trouver le juste milieu entre d'avoir des plantations autant fruitières pour nous, mais également de laisser des parties un peu plus sauvages qui soient là-bas au fond du jardin pour qu'on puisse y avoir en même temps le gîte et le couvert pour tout le monde. Donc on est dans une approche de cohabitation avec la nature, exactement, que vous développez d'ailleurs, t'accompagner toi dans le cadre de votre activité. Vous êtes concepteur de jardin, conseiller dans les jardins. Justement, on vient te voir notamment pour ça, puisqu'on a envie de parler de la taille, puisqu'on est au mois de mars et que tout le monde a envie de sortir ses sécateurs. Déjà, la taille, est-ce qu'elle est toujours indispensable, Damien? Alors, il y a plusieurs choses. La première question, c'est pourquoi tailler? Ouais. Parfois, il n'est pas nécessaire parce que la plante se débrouille toute seule et voilà. Après ça, il y a bien évidemment des périodes où il faut tailler et l'intention qu'on a derrière le fait de devoir tailler. Bon, ici, par exemple, on se trouve à côté d'un chêne persistant. Il y aurait effectivement quelques trucs à tailler, notamment là au cœur où on sait que potentiellement il y aurait des frottements, mais il est beaucoup trop tôt pour tailler. Et donc, il fait encore trop froid. Donc, idéalement, ce serait de commencer à envisager les tailles qu'à partir de la mi-mars. Donc ça, c'est pour les arbustes qui ont encore des feuilles. Et voilà. Puis pour les autres, alors, c'est le moment alors de tailler. Il y a une petite nuance, c'est que là, cette année, tout démarre très très tôt. Oui. Et donc, il faut regarder si la plante a commencé à débourrer ou pas. Donc, en gros, est-ce que la montée de sève est effective ou pas? Est-ce que tu as un exemple à nous montrer là? Exactement. Il y a un autre chêne juste à côté qui est un chêne caduc. Et lui, la montée de sève, elle n'est pas encore effective. Donc, ça va être le bon timing pour tailler. Allez, c'est parti. Bon, alors ici, il y a du travail? Il y a un peu de travail. Voilà, ici, c'est un chêne caduc, donc il perd ses feuilles. Donc on va juste anticiper quelques problèmes mécaniques éventuels. J'ai un sécateur que j'ai désinfecté, puisqu'effectivement, on est censé aller de temps en temps chez nos clients avec. Et donc, voilà, je recoupe ici à l'intérieur. C'était une branche qui allait filer vers l'intérieur de l'arbre et donc qui potentiellement dans 10 ans, 15 ans, 20 ans allait poser des problèmes de frottement et donc de blesser les branches intérieures. Ouais. Donc le fait de l'avoir coupé, ça évite effectivement ces problèmes-là. Et ici au cœur, on a d'autres branches qui vont poser aussi des problèmes mécaniques. Donc là, ces deux-là, je les enlève. Et Damien, ici je vois aussi que tu as coupé des branches sur le tronc. Là. Exactement. Donc on cherche effectivement à faire ce qu'on appelle une remontée de couronne, donc pour permettre d'avoir la vue en dessous. Si on veut pouvoir tondre, c'est aussi plus facile. Maintenant, encore une fois, on essaie de tailler petit tout de suite.
Et voilà, pour éviter de devoir tailler de trop grosses sections, donc de faire des plaies trop importantes à l'arbre. C'est ça, donc plus l'arbre est vieux, moins bien il va vivre la taille en fait. Comme nous. Une maladie pour une personne en bonne santé, c'est pas un problème. Pour une personne âgée, ça peut l'être. Et alors dernière chose, c'est les bourgeons terminaux. Là, celui-là qui est tout au-dessus, qui pousse bien vers le haut. Il y a plusieurs trucs. Voilà, par exemple, ici, c'est un chêne, et donc on sait qu'il va faire 15 mètres de large, 20 mètres de haut, 25 mètres de haut. Et donc on l'a simplement planté à un endroit où il aura toute la place pour se développer. Donc potentiellement, on n'a pas de raison d'aller le réduire, on va juste le laisser vivre sa vie. Il faut le laisser tranquille. Exactement. En fait, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que c'est vraiment une taille raisonnée et très spécifique. En fait, on intervient ponctuellement quand c'est vraiment nécessaire. Exactement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur l'ensemble du jardin, c'est planter effectivement, d'essayer de connaître la taille des plantes adultes pour éviter de devoir aller tailler. Donc c'est aussi moins de travail, moins d'argent à dépenser et du coup moins de plaies également pour la plante. Et justement, en parlant de moins de travail, il y a des plantes que tu ne tailles pas du tout. Exactement. Là, on peut aller voir là-bas, il y a effectivement une plante qui est maintenant en fleur, d'ailleurs en plein hiver, ce qui est très intéressant. Et en plus de ça, elle est parfumée. Ah ben génial, j'ai hâte de voir ça. Là, ici, on est devant toute autre plante. C'est un Lonicera fragrantissima, donc un chèvrefeuille parfumé. Et donc, lui, on ne le taille pas. On sait qu'il va faire 3,50 m, 4 mètres de haut, 4 mètres de large. Et on l'a planté suffisamment loin des limites de propriété pour ne pas avoir à le tailler. Donc, du coup, il fleurit en plein hiver et il est super parfumé. Ah oui, il sent vraiment très bon, puis il a un aspect sauvage comme ça, mais à la fois vraiment très beau. Donc laissons aussi certaines plantes s'épanouir comme elles le veulent. C'est moins de travail. Alors Seb, c'est plutôt inspirant cette démarche du jardin qui est plutôt douce, avec une taille raisonnée. Très inspirant. J'aime beaucoup l'idée de préserver la beauté naturelle des arbres tout en contribuant à la protection de l'environnement, en limitant bien sûr l'impact de l'intervention humaine sur l'écosystème. Tiens, en parlant d'écosystème, Virginie, tu entends ce doux bruit? Alors, des chants, des cris des oiseaux? Tu nous aides à décoder tout ça? C'est parti. Chez les oiseaux, on ne parle jamais pour ne rien dire. Le chant a deux fonctions essentielles, marquer son territoire et assurer la reproduction. Avez-vous déjà remarqué qu'on parle du cri de la mouette, mais du chant du merle? Quelle est la différence entre ces deux vocalises? Eh bien, le cri est un son court, bref, qui sert généralement à avertir d'un danger. C'est une sorte d'alarme. Il peut aussi être utilisé pour quémander de la nourriture. On entend souvent les petits jeunes au nid qui crient. Ou alors, le cri peut aussi servir de point de contact entre différents individus d'une même population. Le chant, quant à lui, est plus complexe, plus long, composé de plusieurs unités sonores, et il va servir d'une part à défendre son territoire et à trouver un partenaire sexuel. Dans les régions tempérées comme la nôtre, ce sont souvent les mâles qui chantent. Il arrive aussi que les femelles s'y mettent, comme chez le rouge-gorge, mais c'est quand même plus souvent monsieur. Alors en fait, plus il va avoir un répertoire varié, plus il a de chances de trouver l'âme sœur. Et oui, des études ont objectivé ce phénomène. En gros, chanter pour un mâle, c'est rouler des mécaniques, montrer de quoi il est capable. Mais le chant sert aussi à marquer son territoire, comme je vous le disais. Chez la mésange charbonnière, par exemple, le mâle va occuper des endroits stratégiques qui vont délimiter son territoire. On appelle ça des postes de chant. Et il va balancer avec puissance un maximum de répertoire pour impressionner ses concurrents. Parce qu'il faut dire que le chant s'adresse uniquement aux individus d'une même espèce. Alors, durant le printemps, c'est la saison des amours. Donc là, les mâles se donnent à tout va pour séduire les femelles. Mais une fois que les jeunes ont quitté le nid, les oiseaux épuisés deviennent beaucoup plus silencieux. Cela dit, en hiver, les oiseaux qui passent la saison froide chez nous se remettent de temps en temps à chanter, au mois de décembre notamment. C'est le cas des rouges-gorges, des troglodytes, des grives, etc. Comme quoi, il y a une forme de calendrier des chants sur une année. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter la diversité de ces mélodies, de vous poser au jardin, au parc ou en forêt et d'essayer peut-être d'identifier qui chante à ce moment-là. Par exemple, ici au jardin, on se trouve dans le Namurois, on a toute une série d'espèces assez communes comme le merle, les mésanges, le rouge-gorge, le troglodyte, le grimpero, le pinson, etc. Et puis de temps en temps, on a des visiteurs plus discrets comme le faucon cresserelle ou l'épervier. Alors il faut être attentif. Et quand on n'est pas sûr, eh bien, on peut s'aider d'un bon bouquin, un petit guide ornitho comme celui-ci. Et c'est un chouette exercice à faire, en fait, d'essayer vraiment de reconnaître les oiseaux qui chantent dans nos petits coins de verdure.
Alors, s'ils sont conçus pour satisfaire les passionnés et les curieux, ces guides sont souvent accompagnés d'un CD audio pour proposer des séances sur mesure pour comprendre aussi, reconnaître et enregistrer des chants qui nous entourent. Allez, direction le verger à présent. Comme tous les mois, on retrouve Georges. Avec lui, Virginie, tu vas t'intéresser à la taille des fruitiers. La taille trigème, qui consiste à rabattre les bois d'1 an à 3 yeux à la fin de l'hiver. Une taille plus contraignante, plus sévère aussi que celle dont Damien nous parlait, mais qui vise à maîtriser la production et ou la forme des arbres. C'est parti. Bon Georges, ça n'en a pas l'air, mais le printemps est à nos portes. Eh oui. On est au mois de mars et c'est la date limite pour tailler ces fruitiers. Ah, il faudrait qu'on termine. Oui. Absolument. Les petits fruits, comme les grands fruitiers. Petits comme grands, il faudrait que ça se fasse sans traîner. Mais alors pourquoi est-ce qu'on taille à cette période-ci? Ah bien, les arbres, ils ont une petite habitude que l'air est propre. Il y a le phénomène d'alternance, c'est-à-dire ils font du bois une année, l'année suivante ils font des fruits, et puis ils font du bois et ils font des fruits. Tu veux dire qu'une année sur deux, les branches poussent, et l'année sur deux, l'énergie de l'arbre est plutôt mise au service de la fructification? Oui, ben, tout simplement parce que où les fruits viennent sur le bois d'1 an ou de 2 ans. Oui. Donc si tu n'as que des petits bois d'1 an, évidemment tu n'as pas beaucoup de fruits. Voilà. Okay. Mais pendant que tu fais ces branches pour l'année suivante, ben, il ne sait pas faire autre chose. La taille a pour but, elle, de freiner justement ce phénomène d'alternance en limitant la croissance sur le bois d'1 an et en aidant la fructification sur le bois de 2 ans pour certains arbres, pour la plupart d'ailleurs. Et donc aujourd'hui on va travailler sur tes groseilliers. Oui, alors on va commencer par celui-ci, c'est un cassis. Je l'ai choisi parce que c'est très facile à voir la différence entre le bois d'1 an et le bois de 2 ans. Oui, on voit la différence de couleur. Différence de couleur. Et ici, il y a la cicatrice qu'on va voir. Au bois de 2 ans, il y a la différence, ça se voit très bien là-bas. D'accord. Il porte sur le bois d'1 an, donc tout cela... On laisse tranquille, on ne coupe pas. Okay. Il faut éclaircir en plus, mais ça, c'est un autre domaine. Tandis que là, il y a un travail de taille à faire. Donc ici, on a affaire à un groseillier à grappe. Il est différent du groseillier à macro. Les fruits vont venir sur le bois de 2 ans et plus vieux. Sur des petites pousses qui sont sur les branches. Tu vois la différence entre les bourgeons. Oui, oui, ça c'est le bois d'1 an qui est Oui, et là c'est le bois de 2 ans et plus vieux. D'accord. Donc on va couper là alors. Ah, attends, on ne peut pas couper n'importe comment. Si je coupe dans le bois d'1 an, je fais un appel de sève, vous avez une grande pousse au détriment de la fructification. Par contre, si je coupe dans le bois de 2 ans, c'est-à-dire ici, là, ma sève va pouvoir alimenter les grappes et vont porter des fruits. D'accord. Voilà. Maintenant, en général, on taille 1/3 dans le bois d'1 an, 1/3 dans le bois de 2 ans, et le 3e tiers qu'on ne taille pas. Sans oublier le 4e tiers, c'est l'élagage. D'accord. Mais là, tu es un petit peu en retard pour ton groseillier, non? Ah oui, il faut que je me dépêche. Bon, on va voir le poirier. Ah ben moi, je te suis. Juste à côté. Attends. Il est beau, hein? D'abord là. Alors, on voit bien les bourgeons. Ah oui, ils sont déjà bien gros. Hein? Donc, en plus, cette branche-là, elle est un petit peu maladive. Donc, on n'hésite pas, on taille dans le bois de 2 ans. Alors, ici, j'ai une branche qui est mal partie. Je voudrais bien qu'elle porte des fruits l'année prochaine. Je vais couper là. Et attention, tu vois ce bourgeon? Oui. La branche va repartir dans la direction du dernier bourgeon. Donc, voilà la direction. Petit riquet d'abord, lui, on n'hésite pas, on y va. Alors là, il y en a un que je vais laisser pour l'année prochaine. Celui-ci que je vais faire tailler, grandir. Et celui-là, en plus, il est un petit peu maladif, donc on y va, on enlève. Maladif, tu veux dire oui, bah, qu'il est un peu mangé, quoi, ou il est un peu pourri? Des traces de champignons qu'il y a dessus. Donc, d'accord. Okay. Bon, malade, on enlève, il n'y a pas de problème. Ça va. On continue à faire le petit élagage dedans. Donc tout ça, ça va vraiment pousser l'arbre à fructifier davantage. On est vraiment dans une taille. Ne pas oublier non plus, regarde, il y en a une là, tiens, particulièrement méchante et gênante. C'est ce qu'on appelle la tire-sève. Tu vois, elle est verticale. Oui. Et les pousses verticales tirent la sève en plus. Ah oui, on a vu ça avec Damien aussi qui nous expliquait dans la taille raisonnée. Et c'est ce qui se passe quand l'arbre, parce que l'an dernier, il n'a pas fait tellement de poires. Alors si tu lèves les yeux, tu vas voir tous les tire-sèves qui sont en haut, il faudra que j'enlève. Ah, d'accord. Ça va faire du boulot quand même, parce qu'il y en a quelques-uns. Ok. Petit détail, premier poirier se taille de la même façon. Tu vois, c'est le même combat. Les groseilliers à grappe, blanc, rose, rouge, c'est le même type de taille. Pour le cassis, oui, évidemment, il faut faire attention, celui laisser quand même du bois d'un an pour fructifier. Mais ça revient au même quand même, 1/3 à tailler, 1/3 à ne pas tailler, 1/3 à mettre sur le bois de 2 ans. Sans oublier, les groseilliers, il faut éclaircir le centre. Ok. Pour avoir du renouvellement. D'accord, c'est noté. Merci Georges pour tous ces bons conseils de taille. À la prochaine. À la prochaine. Ces conseils,
de taille. Ça sent la blague préparée, ça, Virginie, non? Allez, on reprend ses esprits pour poursuivre le travail au potager. C'est le bon moment pour commencer à fabriquer des tuteurs très utiles dans ce cas-ci pour les pois à rame. La culture des petits pois est l'une des premières qu'on peut réaliser en pleine terre dès le mois de mars. Alors ces petits pois, cette légumineuse ne craint pas le froid et se développe en grimpant. Il faut donc lui installer un tuteur. Et aujourd'hui, je vous propose une façon très simple de tutorer ces petits pois. Alors pour cela, il vous faut du matériel évidemment. Alors pour favoriser la récup au jardin, vous pouvez utiliser des grandes branches issues de vos tailles. Vous pouvez privilégier des espèces assez résistantes à l'humidité comme le châtaignier, le noisetier, mais d'autres espèces peuvent convenir. Moi ici c'est du sureau par exemple. Ou alors vous pouvez opter pour des cannes de bambou. L'avantage avec ça c'est qu'elles peuvent résister plusieurs années d'affilée. D'autres encore utilisent des piquets, des poteaux de récup, peu importe. Il vous faut aussi de la corde et puis des ciseaux et bien sûr vos petits pois. Je commence par planter une rangée de piquets espacés à 40 cm les uns des autres. Enfoncez au moins à 20-25 cm de profondeur pour que ça tienne bien. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, en mettant bien les piquets parallèles les uns aux autres. Alors on va ensuite attacher les piquets par deux en formant des petits tipis. On accroche avec une corde. N'hésitez pas à faire plusieurs tours pour que ça tienne bien. L'avantage avec les tuteurs, c'est que ça va éviter que les pois ne se développent en rampant sur le sol. Et ça permet évidemment de protéger les gousses contre le vent, contre l'humidité, contre la terre, etc. Moi j'utilise de la cordelette pour fixer, mais vous pouvez utiliser un petit fil en métal ou ce que vous avez sous la main. Je viens ensuite déposer une canne de bambou à l'horizontale sur l'ensemble de mes tipis pour solidifier le tout et j'attache. Ce qui est chouette avec ce genre de structure aussi, c'est que ça amène un peu de déco au jardin, ça crée de la verticalité au potager et je trouve ça plutôt sympa. Dernière étape, on place de la corde en créant des lignes sur lesquelles le petit pois va venir s'accrocher en grimpant. Et donc on continue l'opération en mettant une ligne à peu près tous les 25 cm jusqu'au-dessus. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à planter vos petits pois. Pour ça, vous creusez une tranchée de 3 cm de profondeur et vous venez placer les graines tous les 2-3 cm environ. Bon alors Seb, qu'est-ce que tu penses de ma structure? En plus avec ces petits rayons de soleil, ça donne plutôt bien, non? Utile, mais aussi esthétique, tout ce que j'aime. Bravo et merci Virginie. On te laisse terminer tout ça et pendant ce temps-là, on retrouve François dans un jardin à Floreffe envahi par la mousse. Salut François. Bonjour Sébastien, nous voici maintenant avec le printemps qui approche et on a envie de profiter et de ressortir dans son jardin et notamment sur sa pelouse. Et on s'aperçoit rapidement après la première tonte qu'on a une présence excessive de mousse, une mousse qui est notamment due à l'hiver relativement et fort pluvieux que l'on a connu. Donc aujourd'hui je vais donner un conseil, une solution pour éradiquer cette mousse excédentaire. Donc la solution que je propose ici est d'utiliser une solution liquide. Donc cet engrais liquide va servir notamment à nourrir le gazon, donc grâce à une absorption foliaire et une absorption racinaire des éléments nutritifs qui sont contenus dans cet engrais liquide. Et la particularité, c'est que grâce au fer qui ne tache pas non plus les pavages et les autres éléments du jardin, va permettre une dégradation rapide de la mousse. Donc pour ce faire, je vais me munir d'un arrosoir dans ce cas-ci pour travailler de façon plus localisée. Il est toutefois aussi possible d'utiliser un pulvérisateur si on a des superficies plus grandes à traiter, ce qui va permettre d'économiser aussi de l'eau et de rendre l'application plus facile.
Nous voici maintenant un certain temps après l'application du produit. Il nous restera à éliminer la mousse morte, donc mousse qui s'est décomposée et qui sera facile à extraire parce qu'elle aura changé de couleur et on pourra l'éliminer sans abîmer le gazon en place. Pour ce faire, on va soit se munir d'un scarificateur si la surface est relativement grande ou même d'un râteau si on avait traité que quelques zones où la mousse était bien présente. Mais attention, on veillera à continuer à entretenir correctement son gazon tout au long de la saison en renforçant notamment le gazon avec un engrais adapté pour assurer un bon talage et un bon renforcement du gazon pour faire face aux futures invasions de mousse. Alors ici, tu étais dans un jardin particulièrement envahi par la mousse bien sûr, mais attention tout de même, je pense qu'il est aussi utile de rappeler que cette mousse peut avoir des effets bénéfiques. Un certain esthétisme, parfois intéressant, mais c'est aussi un bon couvre-sol pour les endroits humides et ombragés et un parfait compagnon des éléments plus inertes. Dans le gazon, la mousse maintient l'humidité du sol, ce qui intéresse les espèces comme les vers de terre, les grenouilles ou les tritons. Tiens, en parlant des batraciens, Virginie a déjà quitté son potager pour retrouver Antoine de Natagora. Ils vont aider les batraciens à traverser la route, comme les piétons, tiens. Alors Antoine, toi tu coordonnes ce site de migration des batraciens. On est à la frontière entre Genappe et Cours-Saint-Étienne. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la forêt où les batraciens passent tout l'hiver. Et puis en face de la route, un lieu où ils vont aller se reproduire. C'est ça qui fait vraiment l'intérêt de ce lieu. Évidemment, ces traversées sont très périlleuses. On voit bien le nombre de cadavres sur les routes. Et du coup, vous, avec votre section ici, vous avez mis en place une opération de sauvetage. C'est ça. Et comment ça se passe concrètement ? Du coup, tous les soirs, il y a des bénévoles qui viennent avec leur seau et leur lampe torche et qui font l'aller-retour sur la route pour ramasser les batraciens en migration. Voilà. Oui, donc des courageux, quelle que soit la météo, parce que parfois il pleut même ou il fait venteux comme aujourd'hui. Alors on voit ici tout un dispositif que vous avez mis en place. Comment ça fonctionne ? À quoi ça sert toutes ces bâches ? Alors le dispositif est tout nouveau de cette année. Donc c'est des bâches plus ou moins de 45 cm de haut. Et en fait, ils empêchent les batraciens de sauter au-dessus. Donc ils vont s'arrêter encore au niveau de la forêt ou ici du trottoir et plus monter sur la route, comme c'était le cas avant. Donc ça augmente la sécurité d'une part des bénévoles et d'autre part, les batraciens ne traversent plus la route et ne se font plus écraser. Et ils vont tomber dans des pièges de capture qui sont des seaux disposés tous les 2 à 5 mètres le long de la bâche. Ok. Alors ce soir, les conditions sont bonnes. Il fait humide, il fait pas trop froid. Quelles espèces on pourrait voir ? Alors du coup, ici, on a environ 5 espèces sur le site qui sont assez présentes. Donc on a la grenouille rousse, le crapaud commun, le triton alpestre et le triton palmé et aussi la salamandre terrestre qu'on ira peut-être voir après si on a de la chance. Oh, génial. En tout cas, on va attendre qu'il fasse noir puisqu'elle se met en mouvement dans l'obscurité. Et on va tenter notre chance alors. C'est ça, il faut attendre qu'il fasse noir et des températures assez douces de nuit, donc plus que 8 degrés. Ce soir, on a de la chance, il fait assez doux, vers presque 10-12 degrés. Ouais. Et il a plu dans la journée, donc les conditions sont remplies pour en voir d'ici 1 heure. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis ce panneau à la fin pour sensibiliser les gens juste sur les espèces qui passent. Et on change le nombre d'individus qui passent tous les jours pour que ce soit un peu plus ludique et communicatif. Ça c'est le nombre récolté ce matin alors, sauvé ce matin. C'est ça, c'est le dernier chiffre actuel. Donc j'espère que ce soir, on pourra passer et approcher les 500. On espère aussi, et vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à rejoindre un de ces groupes bénévoles. Il y en a un peu partout en Wallonie. C'est une opération qui est coordonnée par l'association Natagora. De l'autre côté, on va attendre que le soir tombe et on va essayer de sauver un maximum de vies ce soir sur cette route. Regarde Antoine, je crois qu'on a quelque chose là. Ah ouais, même 2 j'ai l'impression. Des tritons. Je vais la prendre délicatement. Vas-y. Enfin, je dis là parce que je suppose que c'est une femelle, mais tu me confirmeras. Oui, je te confirme, c'est une femelle. Elle a un gros ventre. Plein d'œufs. Plein d'œufs. Ouais, elle va bientôt aller pondre là, dès qu'on la relâchera de l'autre côté. C'est un triton alpestre, ça, c'est ça ? C'est ça. Alors le mâle aurait une grosse crinière bien jaune sur le dos, alors que la femelle, pas. Du coup, elle est un peu plus terne sur le dos. Mais le ventre est vraiment bien orange. C'est bien caractéristique. Et les autres, alors ? C'est quoi ? Retournons-les pour voir. Qu'en penses-tu de celui-là ? Ça, je connais moins, ça. Alors, on va regarder. Alors d'ici, on a un triton palmé. Et alors, ça va être un mâle. Il va avoir ici plus un cloaque un peu plus formé, du coup. Donc ici, on a un petit mâle. Génial. Voilà, qu'on va pouvoir voilà, ça commence bien, quoi. La soirée démarre bien. Ouais, la soirée commence seulement, donc c'est parti pour l'émigration. Bon, en tout cas, de votre côté, si vous voulez donner aussi un coup de pouce aux batraciens chez vous, au jardin, eh bien, créez des mares naturelles, sans poissons, avec toutes sortes de petits aménagements autour, comme des tas de bois, des tas de pierres, où ces petites bêtes sympathiques pourront aller se réfugier. Et bien voilà, des petits gaillards qui vont être bien. Et plouf, retour à la mare. Beau boulot Virginie, beau boulot Antoine.
qui est le numéro riche en conseils encore une fois. Que tu sois au jardin avec Damien, au verger avec Georges ou en bordure de route avec Antoine, Virginie, tu essayes toujours de ramener la nature au centre de nos préoccupations. D'ailleurs, ça nous intéresserait de savoir comment se portent les jardins de nos téléspectateurs. Comment se portent ces jardins à l'aube surtout de la belle saison? Tiens, envoyez-nous vos photos sur le Facebook de l'émission Entrée c'est ouvert. Et puis, n'hésitez pas à partager tous nos différents contenus. Virginie, tu as encore un petit mot à dire à nos téléspectateurs? On t'écoute. Mars, c'est le mois de la renaissance. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'observer toute cette vie qui renaît autour de nous. Les oiseaux, les insectes, les papillons, les végétaux, tout se réveille. Et dans nos pratiques de jardinage, n'oublions pas de laisser un maximum de place à toute cette biodiversité qui nous entoure. À bientôt! Ce mois-ci, tentez de gagner de l'engrais liquide pour votre pelouse grâce à notre partenaire DCM. Le DCM Liquid Green est un engrais liquide à action rapide, riche en azote. Il est conçu pour favoriser la densité de votre gazon. En plus de ses bienfaits sur la croissance de la pelouse, il agit indirectement contre la mousse, limitant ainsi son développement et celui des mauvaises herbes. Pour participer, répondez à cette question simple. Pour quels légumes Virginie fabrique-t-elle des tuteurs dans son potager? Envoyez-nous votre réponse par email à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!